Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h08 sur Sud Radio, l'heure pour nous de présenter ce face-à-face où André Berkov reçoit aujourd'hui Caroline de Bodina, la journaliste et auteure de ce nouveau livre Demain dès l'aube, c'est aux éditions Flammarion. Bonjour à vous. Alfred de Musset disait on ne badine pas avec l'amour et nous on ne bodina pas avec la mort. Si, on va bodiner avec la mort. Caroline de Bodina, elle a beaucoup de courage, Caroline de Bodina. Je sais pourquoi. Elle a écrit un bouquin Demain dès l'aube. Alors on peut se dire ça va être un bouquin d'amour. Demain dès l'aube, je te rencontrerai, nous irons par les forêts fleuries. Et puis pas du tout. C'est un livre. Un livre enquête, un livre de témoignage tout à fait passionnant sur quelque chose qui nous attend tous, la mort. Mais pas seulement la nôtre, celle-là, on la verra pas. Mais c'est la mort des proches, la mort de... Effectivement, et il se passe quoi à ce moment-là ? Eh bien, on est obligé de passer, on le sait, voilà, par ce qu'on appelle les pompes funèbres, les croque-morts, appelons-le comme vous voulez. C'est un métier qui est exercé depuis des siècles et plus que des siècles. Et voilà, soit pour l'incinération, soit surtout pour les enterrements, la tombe, etc., les fleurs, la cérémonie, etc. Il y a des hommes et des femmes qui s'occupent de ça. Et Caroline de Bodina, vous les avez rencontrés, vous en avez, non seulement vous en avez parlé, vous avez fait parler. Et c'est assez passionnant parce que, d'abord, évidemment, je vous posais la question bateau, mais qu'est-ce qui vous a amené, vous qui avez l'air quand même plutôt vivante, à vous occuper de ça ? Bonjour Monsieur Berkov. Bonjour à vos auditeurs. Merci de me recevoir. Ce qui m'a amené à cette rencontre, parce que c'est une rencontre et une aventure humaine avant tout. Bien sûr. C'est que je suis allée voir des pompes funèbres qui nous ont beaucoup enterrés. Et au fil de vous ces enterrements, votre famille. Oui, et alors, des proches. Des proches. Ma famille. Oui. Et on avait 13 cercueils en commun. Mais moi, j'étais jamais de leur côté. Un cercueil nous séparait à chaque fois. Et un jour, c'était l'enterrement d'un cousin qui avait mon âge. J'ai dit à la personne qui officiait, qui était le président, le fondateur en fait de cette maison de pompes funèbres indépendante, qui s'appelle Caton, qui est dans le centre de la France. Je lui ai dit j'aimerais bien étudier votre métier, j'aimerais bien écrire un livre. Il m'a regardé, il m'a dit bien sûr, on en reparle. Oui, on en reparle. Et est arrivé le Covid. Beaucoup de gens ont perdu, bien entendu, des proches. J'ai perdu mon beau-père. Et il était en région parisienne. À l'époque, toutes les pompes funèbres étaient débordées. On a des images encore en tête où les entrepôts de Rungis, un entrepôt, en tous les cas frigorifique, de Rungis avait été réquisitionné. Et non seulement on a appris la mort de mon beau-père, comme ça, un matin, et on nous a dit qu'il avait été directement transféré à Rungis. C'était un drame. Et mais en plus, on ne pouvait pas les voir, on ne pouvait pas... Non seulement on ne pouvait pas les voir, ou alors si, on pouvait... Alors, la mise en bière était immédiate, donc c'était cercueil fermé, donc on ne pouvait pas se recueillir devant nos défunts. C'était un drame pour les gens qui ne pouvaient pas entamer leur deuil. Et là, j'ai fait comme on faisait un petit peu dans la famille. C'est vrai qu'on appelle un peu les pompes funèbres Caton comme on compose le 18. Je les ai appelés, j'aurais dit Pascal, il s'appelle Pascal Caton, celui qui a créé cette maison, qui a aujourd'hui 220 employés et 47 agences, dont maintenant certaines à Paris. Je dis, est-ce que tu peux m'aider ? Voilà ce qui se passe. Et 2 heures après, il avait trouvé une société de pompes funèbres indépendante et nous avait permis, en fait, une forme de dignité. 1, à mon beau-père, et 2, pour la famille, pour qu'on puisse se recueillir, même si c'était dans un cercueil fermé. Donc, ça a commencé comme ça. Mais comme aurait dit des proches, un jour, j'ai révisé en théorie, car en théorie, tout se passe bien. Donc, en fait, ça a commencé, tout se passait bien. Et après, quand ils m'ont dit oui, une fois que j'avais un éditeur et l'assurance qu'ils me laissaient rentrer chez eux, là, là, le sol s'est dérobé. Pourquoi ? Parce que vous disiez c'est un territoire trop grand et puis trop... Vous savez, je ne sais plus qui disait la mort ni le soleil ne se peuvent regarder en face.
C'est un peu ça? La belle colle, mais c'était pire que ça. En fait, c'était que j'étais comme tout le monde, j'étais paralysée par la trouille. J'avais peur d'affronter, j'avais peur de réveiller mes propres absents, mes fantômes. Et en fait, je ne connaissais rien au métier. Rien. Ah oui, comme la plupart d'entre nous. Hein. Et au début, j'ai essayé de tenir. Quand vous avez eu l'idée de ce livre, vous voulez quoi? Connaître un peu le métier, comment fonctionnait le métier, la mécanique, et la mécanique qui touche évidemment au plus intime de nous, qui est quand même la mort. Mais c'était quoi c'était de faire comprendre quelque chose, plutôt le métier, plutôt le mystère, plutôt quoi? J'avais une question qui était en sourdine. Qui était qu'est-ce qui se passe après notre certificat de décès. Vous savez, quand on confie des enfants à une babysitter, on se renseigne sur la babysitter, sur la nounou, voilà. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on occulte, bien évidemment, la mort. Beaucoup de gens ont du mal à en parler. C'est pas dans nos sociétés. On l'a vraiment invisibilisé, et les personnes qui s'en occupent, d'autant plus. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de me dire, mais qu'est-ce qu'ils font derrière? C'était ce que j'avais refusé de voir jusqu'alors. Comment ils travaillent, comment ils prennent en compte notre peine, puisqu'ils sont au premier rang. Ils sont au premier rang, on vient les voir, on est dans le déni, dans la colère, dans l'abattement, dans la sidération. Ils prennent notre peine en charge, et là où on perd pied, en fait, c'est là où ils prennent le relais. Eh bien, on va en parler justement de ce métier, voilà, comment ils prennent le relais, comment ils travaillent juste après cette petite... Et puis, avec Caroline de Bodina, et avec vous, bien sûr, 0826 300 300 pour toutes vos réactions. À tout de suite. Alors, ces gens dont, vous savez, on dit ça des soldats, il y a eu un très très beau livre sur la mort et mon métier, mais eux, les gens dont vous parlez, Caroline de Bodina, dans votre livre, Demain dès l'aube, oui, la mort et leur métier, la mort des autres, bien sûr, mais en même temps, est-ce que c'est un métier? Alors, vous parliez de cette personne où vous avez 10 cercueils qui s'occupe de votre famille. C'est un métier, c'est une vocation, c'est une psychologie, c'est quoi? J'aimerais que vous me disiez un peu ce que vous avez senti en les côtoyant et en les interrogeant. C'est un métier et c'est une somme de métiers. Et tous sont reliés. C'est-à-dire que la première personne à laquelle vous êtes confronté, c'est le conseiller ou l'assistant funéraire. Cette personne qui vous reçoit. Et cette personne, en fait, elle accueille la peine, ou la colère, ou la sidération. Elle pose des questions logistiques, parce que c'est elle qui va tout organiser, mais par ces questions, elle va obtenir des éléments de réponse, parce que elle doit savoir en très peu d'heures quelle est la psychologie du défunt, qui était cette personne, pour aussi connaître le rapport avec la famille et le rapport dans la famille. Ça se décèle à des petites phrases. Oui, alors avec mon frère, on a vu... oui, mais enfin, bon, avec lui, c'est toujours compliqué. Ce sont des toutes petites phrases qu'ils perçoivent et qui leur permettent de toujours s'exprimer de la même façon. Donc une bonne dose de psychologie, quand même. Énorme, énorme. Et ce métier, ils me disent tous, on y vient plutôt par hasard, on y reste par vocation. C'est-à-dire que la vocation en tant que telle, elle n'existe pas forcément. Pourquoi? Parce qu'elle arrive au fil des années, cette vocation. C'est un métier du sens de l'autre. Après le moment avec le conseiller funéraire, j'ai assisté alors, c'est important de dire, j'ai assisté une fois à un entretien, ça dure 1h30. C'est un homme d'une 60aine d'années qui venait de perdre sa maman, et sa mère, elle était éternelle. Jusqu'à la veille, elle était éternelle. Ce monsieur, il avait un cœur gros comme ça. Donc j'assiste à l'entretien, et puis il était perdu, il était complètement perdu, et il était extrêmement touchant. Et sa maman était maraîchère, parce que il y a beaucoup de maraîchers dans la région,
Et je disais, oui, ma mère était maraîchère. Bon, très bien. Et à un moment, la conseillère s'en va. Et puis, je lui dis, monsieur, alors il sursaute, parce qu'il y avait un silence. Un an était passé, il y avait un silence angoissant dans cette pauvre pièce. Et votre maman, elle faisait quoi ? Et là, il commence à énumérer tout ce que sa maman faisait avec son père, à l'époque de son père, des Batavia, etc. Il m'expliquait tout, et je savais que je n'avais pas le droit de parler aux familles. J'avais une présence silencieuse. Et ce monsieur était tellement touchant qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais il y a deux mondes qui s'affrontent. Toujours. D'un côté du bureau, c'est la peine infinie, l'inconsolable, et de l'autre, une forme de consolation. Mais c'est pas évident. Consolation ou organisation d'abord ? Consolation d'abord. Il y a une écoute. Et l'écoute est capitale parce que l'écoute va permettre en fait de dessiner, dans le sens de dessin, la cérémonie à venir. Après, il y a toute la logistique. S'en suivent les autres métiers qui sont premièrement les soins apportés aux défunts, c'est-à-dire thanatopracteur, très important, ou non, enfin voilà. Et ensuite le maître de cérémonie, qui lui va orchestrer la cérémonie, c'est-à-dire organiser les textes, préparer les musiques, voilà. Et après, le terrain. Le terrain, c'est ce que la famille ne voit pas. Le terrain, c'est aller dans les mairies, récupérer les papiers, c'est de faire les demandes de travaux, d'intervenir dans les cimetières. Et là, vous avez deux autres métiers très importants. Un, les marbriers, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les fossoyeurs. Ils existent, hein, ils sont chez Hamlet. Les fossoyeurs, et eux construisent les dernières demeures. Et puis les porteurs entrent en scène aussi, juste avant de préparer, d'entrer dans la cérémonie. Les porteurs du cercueil. Les porteurs du cercueil ne font pas que porter le cercueil. Et ça, c'est tout un travail que j'ai découvert. Et au bout d'un moment, ça ne suffisait pas de poser des questions, d'essayer de trouver quelque chose qui allait vibrer en moi au bout du stylo. Même si j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes, il fallait que je fasse. Il fallait que je passe avec eux sur le terrain. Il fallait que j'aille plus loin que ma propre peur, parce que j'avais jamais vu un défunt, en fait, à part les miens. Oui, bien sûr. Mais alors justement, juste un mot par rapport qui choisit le cercueil, etc., le matériel, parce que c'est comme la famille qui dit nous on voudrait un cercueil ceci, un cercueil cela. Comment ça se passe ? Bien sûr. Je reviens à cet homme qui avait perdu sa maman. On lui a proposé donc de choisir un cercueil ou sur catalogue ou dans une pièce. Dans beaucoup de funérariums, il y a des pièces où il y a des cercueils qui sont exposés au mur. C'est une exposition un peu particulière, mais donc on y va, on choisit un cercueil. Et 8 fois sur 10, la conseillère me disait que si je mets la main sur tel cercueil, la personne va le choisir. Parce qu'elle est perdue, elle est démunie. Alors, évidemment, c'est pas une enquête représentative et statistique française. Non, c'est quelque chose du terrain. Intéressant, mais c'est intéressant. Et ce monsieur qui était fils unique, perdu, disait je sais pas, comme vous voulez. Non, monsieur, c'est pas moi qui veux. Moi, je ne suis pas là pour vous orienter. Je suis là pour vous aider. Ouais. Alors, on peut penser que tous les choix, il y a des choses qui sont obligatoires, c'est-à-dire le cercueil est obligatoire en France, quel que soit son culte. Le fond du cercueil est aussi obligatoire. La plaque d'identification est obligatoire. Mais le reste, l'essence du bois, c'est vous qui la choisissez. Vous pouvez prendre un cercueil très cher et un cercueil beaucoup moins cher en pin. Mais il y a un moment où on sent qu'il y a un scotch qui est collé sur le cœur des endeuillés, parce que pour leurs proches, ils veulent le plus beau. Et parfois, pourtant, pour moi, le plus beau est pas forcément le plus honnête. Simple, oui, ça c'est autre chose. Et juste, non, je veux dire, entrons aussi dans le détail. Les fleurs, c'est qui décide ? C'est l'organisateur. Vous en parlez ou enfin l'organisateur, la maison qui va organiser les funérailles, ou bien c'est le client, parce qu'il y a un client qui demande telle ou telle chose, etc. Les exigences sont partagées. Vous avez pu voir. Il n'y a pas d'exigence sur les fleurs.
J'ai vu des enterrements où il y avait une toute petite composition florale. Je crois que, encore une fois, pour les siens, on veut le plus beau, le meilleur. Et puis, il y a quand même un regard et le poids du regard de l'extérieur. Et ça, c'est aussi les thanatopracteurs qui peuvent le dire. Un thanatopracteur, en fait, lui s'occupe du défunt. Les gens des pompes funèbres s'occupent de la famille. Et à un moment, tout converge. Tout converge. Mais une thanatopracteur me disait, mais bon, un jour, elle avait récupéré d'une famille un costume, et la veuve apporte un costume, et elle sentait, la thanatopracteur, enfin, practrice, qu'il y avait comme une petite gêne. Je dis, mais vous êtes sûr qu'il aimait porter des costumes? Non, il détestait ça. Alors, pourquoi vous lui donnez un costume? C'est vis-à-vis des gens, vis-à-vis des autres. Je dis, mais le pauvre monsieur est parti avec son costume pour l'éternité, effectivement. Donc le poids encore du regard des autres est très important. Et ces personnes aux pompes funèbres essayent de juguler, de calmer, de pacifier aussi, beaucoup. Oui, parce qu'il y a souvent la tristesse est telle qu'elle peut voisiner, je dirais pas l'hystérie, mais enfin l'excès en tout genre, d'ailleurs. Je crois que quand on est confronté à la perte, je crois même que j'en suis sûre pour l'avoir vécu, quand on est confronté à la perte d'un être cher, tout est chamboulé. On est hors sol. On est hors de nous. Et évidemment que parfois les mots dépassent les pensées, mais parfois on s'engueule. Et parfois il y a des familles qui se déchirent. Donc eux aussi ont un rôle de nous rassembler au moment de la cérémonie, d'essayer de calmer. Il y a au crématorium, parce que j'ai passé aussi un certain temps au crématorium à Taillec, qui est dans le Loir-et-Cher, le directeur du crématorium m'a dit, mais parfois il y a des gens qui s'écharpent, qui en viennent aux mains à l'extérieur. Mais aux mains, pourquoi? Ils se battent. Ils se battent. Parce que des tensions sont remontées, parce que l'équilibre a été bouleversé. Et puis c'est pas ça, c'est au moment aussi où sortent les tensions sur l'héritage. Je dis pas que c'est à cause de ça. Enfin, ça existe aussi, comme vous le savez. Et à des moments, même là, enfin moi j'ai assisté chez des amis pas proches, mais à des histoires hallucinantes au moment d'un enterrement où les uns se reprochaient amèrement des choses. Enfin bon, on va pas entrer dans le détail, mais enfin. Et quelquefois, j'ai l'impression que tout sort à ce moment-là aussi. Ah, tout ressort à ce moment-là. Tout ressort, ouais. Puisque l'équilibre est totalement bouleversé, et que nous-mêmes, nous le sommes. Vraiment, hors sol, hors du temps. Et ce temps, ils essayent, ne serait-ce que par les horaires, tout est très chronométré, tout est très millimétré. Un enterrement, ça ne se refera pas. Donc, chaque maillon de la chaîne, que ce soit donc les premières personnes, les conseillers assistants, maîtres de cérémonie, les porteurs, les marbriers, le moindre grain de sable peut engendrer un défaut. La famille ne remarquera que ça. Parfois, on me dit, on m'a dit, des porteurs m'ont dit, il y avait un mégot qui traînait devant le cimetière. Nous, on n'avait pas fumé. Mais ils ramassent le mégot parce que les gens vont s'accrocher à un détail, parce qu'on essaye, pour essayer de masquer le chagrin, on essaye de s'accrocher à ce qu'il y a, entre guillemets, de vivant. Eh bien, si une personne est un peu maniaque, eh bien, ça va ressortir encore 3 fois plus. Et voilà, donc on ramasse les feuilles qui tombent des fleurs. On fait très attention. Je l'ai appris. On fait très attention quand on installe les corbeilles. Vous savez, avec les bandeaux funéraires, à mon tonton, à notre tata José, voilà. On fait très attention à ce que ces corbeilles soient placées d'une certaine façon, que toute l'assistance, et y compris ceux qui ont offert cette corbeille, puissent se voir de loin. Oui, c'est ça, oui, qui savent que leur corbeille est là, leurs fleurs sont là. Exactement, mais c'est très précieux. C'est très intéressant, on va continuer à en parler, et ça concerne absolument tout le monde, ça nous concerne tous, et comment justement cette profession, ces métiers réagissent à l'ultime. Et puis on prendra toutes vos réactions sur Facebook, sur YouTube et au 0826 300 300 bien sûr. À tout de suite sur Sud Radio.
13h34 sur Sud Radio, on est toujours dans ce face-à-face avec Caroline de Bodina, la journaliste et auteure qui vient nous voir pour ce nouveau livre, Demain dès l'aube, c'est aux éditions Flammarion. Alors Caroline de Bodina, il y a aussi, c'est évidemment le même métier au niveau des trois quarts de ce que vous décrivez, le conseil, l'organisation. Mais il y a aussi quand même deux catégories, l'une pense plus importante que l'autre. Je vais vous demander des chiffres exacts entre ceux qui enterrent, enfin ceux qui veulent que leurs parents, leurs amours, leurs fils, leurs filles, hélas, on espère que ce sera toujours le plus rarement possible, parce que quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui meurt avant vous, c'est toujours encore plus dramatique, mais qui veulent donc enterrer, et les autres qui veulent crématiser, comme vous avez dit, ça veut dire, voilà, on garde les cendres, et on veut surtout pas que... Or, il y a eu de très 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 beaux romans qui ont été écrits là-dessus, etc. Comment c'est vécu, ça, par rapport aux gens que vous avez, avec lesquels vous avez entendu par le métier, disons? Comment c'est vécu, quoi? Pardon, excusez-moi. Non, si vous voulez, est-ce que il y a une différence pour eux ou pas du tout entre la crématisation et l'enterrement? Vous avez un point commun qui est de toute façon le départ. Le départ, c'est-à-dire le moment où le défunt va disparaître de nos yeux. Jusqu'au moment où le défunt, même s'il est dans son cercueil, et il est toujours présent. Jusqu'à ce moment-là, même parfois, les pompes funèbres n'utilisent pas ils utilisent toujours le présent, le verbe présent. Ils ne disent pas votre papa, votre père était, votre père est. Oui, c'est quelque chose de c'est pas un élément de langage. Il est là. Donc aujourd'hui, effectivement, presque 40% des enterrements font l'objet d'une crémation. 40%. 40%. Ouais. Dans les années 80, en début 80, c'était 1%. C'est fou. Donc, une étude est sortie il n'y a pas très longtemps dans un panorama du funéraire. En 40 ans, c'est passé de 1 à 40%. À 40%. C'est énorme. La crématisation a été reconnue par l'Église catholique en 1963. C'est vrai que... Voilà. Et il y a deux types de départs. C'est départ qu'on soit dans un cimetière, c'est-à-dire une inhumation. C'est-à-dire que le moment où le cercueil va descendre en terre est aussi déchirant que le moment où le cercueil va partir dans l'appareil de crémation. On voit les flammes. On voit pas les flammes, en fait. On voit... tout dépend de... Il y a un peu plus de 200 crématoriums en France. Non, parce que moi j'ai assisté au columbarium du Père Lachaise. Ah. Il y a eu, je vous le dis parce que j'ai assisté à une, justement, inhumée, et il y avait les personnes plus proches, mais quand vous savez le rideau de fer, on a vu les flammes. Enfin, on a vu le cercueil entrer dans les flammes. Donc, voilà, c'était d'ailleurs je l'ai vu dans très impressionnant. C'est presque inhumain, je trouve. Là où j'étais, là où j'étais au crématorium de Theillet, c'est le moment que l'on appelle la visualisation. On vous demande, le maître de cérémonie vous demande d'arriver au crématorium. Voilà. Nous allons, est-ce que vous voulez assister au départ, dans l'appareil de crémation? Ils disent pas la mise à la flamme, ils disent au départ, dans l'appareil de crémation. Nous vous prévenons, cette image est peut-être pas la plus belle à garder, elle est dure. Il réexplique le fonctionnement, c'est-à-dire que c'est un bras mécanique qui pousse le cercueil, évidemment, dans l'appareil de crémation. Et en fait, 8 fois sur 10, les gens demandent cette visualisation. Et sinon, on ne peut pas... On est obligé, quand on est dans les pompes funèbres, quand on accompagne les endeuillés, de leur proposer, on ne sait pas, nous, ce qu'ils ont vécu avant avec leur défunt. Oui, on ne sait pas quelle est l'image la plus dure. Parfois, celle que nous, on va considérer la plus dure, elles ne l'auront pas été pour elles. C'est pas celle-là. Donc, peut-être, certains en ont besoin pour faire leur deuil. Mais qu'il s'agisse, j'ai discuté, bien évidemment, il passait du temps avec ce qu'on appelle une personne qui était un agent de four. Il me disait, moi je suis aussi bien porteur, donc je fais des mises en terre et agent de four. Et les deux sont aussi déchirants. Et les porteurs vous diront dans un cimetière, mais c'est
horrible. Parfois, on se retourne vers nos fleurs. Voilà, c'est terrible d'entendre au revoir papa, au revoir maman, adieu, à bientôt peut-être. Fais bon voyage. Sont des cris parfois. C'est déchirant. Moi, je vous assure que au début, heureusement qu'il y a des haies parfois dans les cimetières, parce que je me cachais pour pleurer. Je pleurais des départs de personnes que je n'avais jamais vues. Et ça, il ne faut pas le faire. C'était une erreur de stagiaire, de jeunesse. Vous ne connaissez pas votre métier aussi, enfin eux sont... J'avais pas encore un an de pompe, parce que vous savez, quand on est dans les pompes funèbres, ils disent moi j'ai 30 ans de pompe. 30 ans de pompe. Mais moi je n'ai qu'un an de pompe. Et encore une fois, on peut être autonome, on parvient à être autonome, par exemple quand on est conseiller, après 5 ans de pratique. Mais bien sûr, c'est pas... C'est quelque chose, c'est un métier, une vocation qui vient. Le sens de l'autre vient avec les autres. Chaque enterrement est différent, chaque famille est différente, chaque défunt est différent. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a pas une ville, effectivement, où il n'y a pas pompe funèbre. Enfin, je veux dire, on le sait, on le rappelle. Je veux dire, même quand on passe dans une ville pour des raisons qui n'ont rien à voir avec l'enterrement ou la mort de quelqu'un, et puis vous voyez, ça vous, en tout cas, vous êtes rappelé à l'ordre, je tire, ou au désordre. Oui, alors, ce qui m'a dans cette immersion, c'est aussi une série de premières fois. La première fois, effectivement, que j'ai assisté à cette rencontre entre l'inconsolable et la consolation, c'est-à-dire ce pauvre monsieur qui pensait sa maman éternelle jusqu'à la veille, mais la première fois que je suis montée dans un corbillard. Bon, à l'avant, tant mieux, mais la façon dont les gens vous regardent. Nous, on essaye de sourire, enfin on sourit aux gens que l'on croise quand on s'arrête au feu rouge. Les gens, ils détournent leur regard. Nous sommes des porte-poisses. Et un jour, on sortait d'une exhumation et on s'est arrêté un McDonald's. J'étais à Bourges, on s'est arrêté avec le porteur. Oui, pour aller chercher à déjeuner parce qu'on avait commencé à 5h56, c'est l'heure à laquelle je m'étais garée sur le parking. On était allé à Issoudun, on revenait à Bourges. Enfin bon, on s'est arrêté, mais on avait ce qu'on appelle le transporteur. Donc naïvement, Donc vous êtes arrêté avec le corbillard. Oui, mais le corbillard ça marche pour les voitures, mais pas très très bien pour les corbillards. Les pneus avaient un peu fait comme ça sur leur bord. Bon, je vais chercher la commande et je rentre dans le corbillard et je dis il y a le parking un peu plus loin, on s'arrête. Et là le porteur qui est aussi marbrier me regarde et me dit mais t'es bête ou quoi? Quoi? Mais t'es folle. Personne ne sait qu'on a personne, justement, derrière nous. Si les gens nous voient, et je reprends son expression, becter un McDo dans le corbillard, ils sont capables, ils nous détestent, les gens. Ils sont capables d'appeler le patron et de dire, vous savez quoi? Un jour, on aura besoin de vous, on appellera la concurrence. Donc, on a atterri 12 km plus loin. Imaginez la tronche des frites, froide, dans un cimetière, ce que je raconte. On a grignoté notre hamburger froid entre le transporteur et le mur du cimetière. Et on est allé après se promener c'était un des plus jolis cimetières. On veut pas vous voir. Ce sont des scènes. Non. On veut pas vous connaître, non, mais c'est fait. Puis n'oubliez pas, Philippe Ariès a admiralement décrit ça. Elle a dit, c'est fini, la mort, on veut plus la voir. Avant, les gens mouraient dans les maisons, ça traversait, enfin, les cortèges funéraires traversaient les villages. Oui, il y avait des dés. Depuis 50 ans, fini, non, il n'y a pas de mort, ça n'existe pas. On a peut-être des auditeurs pour Caroline de Bodina. Nous avons Jean qui nous appelle depuis Paris. Bonjour Jean. Bonjour Jean. Oui, bonjour à vous deux. J'appelais juste pour apporter un témoignage. Je suis content que ce sujet vienne dans votre émission, Monsieur Berkoff, parce qu'effectivement, en quelques mois, j'ai eu affaire 2 fois aux pompes funèbres. Une fois les pompes funèbres catholiques pour ma vieille maman, et une deuxième fois beaucoup plus récente pour un ami musulman. Et dans les 2 cas, j'ai vraiment trouvé
que les choses ont été extrêmement bien faites, surtout sur le plan moral, bien sûr sur le plan de l'organisation, mais sur le plan moral. Par exemple, lors de ces obsèques musulmanes récentes, j'étais le seul manifestement qui n'était pas de cette communauté. J'étais dans un petit coin du parking. La personne des pompes funèbres islamiques est spontanément venue me trouver pour m'assurer si je faisais bien partie donc de ce groupe, etc. Et, c'était extrêmement attentionné. Et d'ailleurs, par la suite, pratiquement, comme elle avait compris que j'étais un très bon ami du défunt, presque me mettre au centre voilà, de cette petite communauté. Et quand, donc, à la première expérience, avec les pompes funèbres catholiques, c'était effectivement extrêmement positif. À tel point que des amis qui étaient avec moi pour l'inhumation de ma maman ont eu eux-mêmes par la suite un décès dans leur famille. Donc pour vous, ça a été ce sont des expériences très positives. Alors très positives, et je pense qu'en plus ces personnes-là, ça a été un peu évoqué au début de l'émission, prennent beaucoup sur elles et ont particulièrement souffert de la période Covid, parce que justement la personne des pompes funèbres catholiques, quand on m'a dit finalement on vient d'avoir un décès, on aimerait bien avoir affaire à elle, et je me suis rendu compte comme ça qu'elle avait fait un burn-out à cause de ce qu'elle avait vécu pendant le Covid. Donc voilà, je salue le fait que vous rendiez hommage à cette profession. C'est Caroline de Bodina qui rend très bien hommage à cette profession. Je vous conseille de lire le livre parce que il fourmille non seulement d'anecdotes, bien sûr que pas, mais d'histoire au bon sens du terme. Et c'est très important. Je crois qu'on a Sylvie. Oui, Sylvie qu'on va retrouver après cette courte pause. Sylvie qui nous appellera depuis Bordeaux tout de suite sur Sud Radio. 48 sur Sud Radio, on continue ce face-à-face avec Caroline de Bodina et puis nous accueillons Chantal qui nous appelle de Prades. Bonjour Chantal. Oui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Je comprends tout à fait tout ce que l'on vient de dire. J'ai vécu des deuils, bien sûr, comme tout le monde, mes parents, des amis, des gens très chers. Mais pour moi, tout ça, ça a toujours été quelque chose de normal. Donc, moi, personnellement, je fais don de mon corps à la médecine. Je vais faire une boutade, j'en suis désolée pour les autres, mais il faut le prendre comme je le vis. C'est un retour sur investissement. Je suis quelqu'un qui a été extrêmement malade et qui s'est énormément servi de la médecine. Donc je pense que mon corps doit servir à autre chose. Maintenant, la sacralisation du corps, pour moi, n'existe pas. Il y a quelques jours, j'ai amené une amie très âgée devant la tombe de ses anciens parce qu'elle va y aller. Mais j'étais... comment vous dire, dans un endroit impersonnel en totalité. Mes grands-parents étaient un peu plus bas, mais pour moi, mes grands-parents ne sont plus là. Et tout ce que j'ai vécu pour des histoires personnelles dans ma vie privée, où j'ai vu ce que c'était un petit peu que comment vous dire, d'une façon très simple, l'abus, souvent. Je ne dis pas que c'est général, mais l'abus souvent de cette faiblesse dans lequel état les gens sont quand ils perdent quelqu'un, parce qu'ils ne sont pas préparés. Depuis le début de leur vie, moi je vois mes enfants et mes petits-enfants, je les prépare à ça. C'est inévitable. Et donc je désacralise tout ça. Moi, mes simples, c'est au sommet du caniveau, point de barre. Voilà, mais en même temps, je respecte tout à fait, et je comprends tout à fait le besoin de la sacralisation de ce départ. Ça, je le conçois absolument. Oui, même si vous ne le partagez pas, mais c'est très bien. D'abord, vous êtes ouverte, et ça, c'est très important. Que d'autres choses existent. Bien sûr. C'est intéressant, ça, le don de son corps à la science. C'est-à-dire que, en fait, c'est pas la négation des pompes funèbres et de l'enterrement. Non, mais bien sûr, Chantal. Mais c'est pour ça que c'est intéressant votre intervention. C'est-à-dire que vous dites oui, mais bon, d'accord, c'est un moment comme un autre, c'est un stade comme un autre, et c'est une évolution comme une autre. Et voilà. En fait, ça n'existe pas. Et enfin, en tout cas, c'est un stade de l'évolution. Caroline de Bodina, ça vous inspire quoi ? Ça m'inspire que il y a dans cette démarche qui est tout à fait noble, parce que très peu de gens font don de leur corps à la science ou le souhaitent. Exact. Il y a des cérémonies que j'ai vues parce que la famille, après que le défunt ait fait don de son corps à la science, la famille a demandé une cérémonie.
C'était une cérémonie particulière. Elle ne célébrait, il n'y avait pas, évidemment, plus l'enveloppe. Elle célébrait l'âme, c'est-à-dire la présence et le souvenir. Et chaque année, au crématorium de Thaillé où j'ai travaillé, il y a ce qu'ils appellent la nuit des étoiles, où chacun se regroupe. Parce que c'est important de parler de nos défunts, parce que peut-être ça nous permet de les avoir toujours au cœur et en vie, en fait. Mais parler de ces défunts, c'est un hymne à la vie. C'est pas du tout un hymne uniquement au regret, à la nostalgie, au passé. Non, mais bien sûr, ils sont présents en nous. C'est ça. Tant que vous êtes là, ils seront présents en vous. Écoutez, la chanson je l'ai souvent écoutée, de Grand Corps Malade, qui s'intitule Nos absents. Elle est magnifique, cette chanson. Et on sait que, de toute façon, parfois on est dans un réconfort utopiste. Mais nos absents, en fait, forment une présence en nous qui nous fait vivre aussi, avancer. Et ils vous font vivre et vous les faites vivre. Merci beaucoup Chantal pour votre appel. On accueille Sylvie qui nous appelle depuis Bordeaux. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour à tous les deux. Je voulais vous faire part d'une expérience quelque peu désagréable, pour le moins que nous avons vécue. En février dernier, ma belle-mère est morte, mon mari était là, les pompiers ont tenté de la ranimer, elle est décédée. Les pompes funèbres sont arrivées, le patron lui-même était là, il a proposé à mon mari de prendre les bijoux tout de suite. Il y avait un collier, une bague, une alliance, il n'y avait pas grand-chose. Mais enfin, il a proposé de les prendre tout de suite ou de les garder dans son coffre jusqu'à ce que mon mari puisse passer. C'est la solution qu'a choisie mon mari. Les quelques jours sont passés, elle a été incinérée. Et quand mon mari a voulu prendre les bijoux, on lui dit ah ben non, on n'avait pas d'instruction, la personne a été incinérée avec. Et là, bien sûr, plus personne, ni par mail, ni par téléphone, etc. Et on s'est trouvé comme fort dépourvus, parce qu'en fait, c'était parole contre parole. Et nous n'avons pu rien faire. Je comprends, mais est-ce qu'on peut pas dire qu'il y a, c'est dans tout métier, dans toute profession, il y a des gens qui se comportent pas. Tout à fait, mais maintenant j'en parle autour de moi, parce que je dis ça peut arriver, c'est quelque chose qu'on ne pensait pas possible, parce que prendre des morts sur une personne décédée et les garder, mentir à la famille, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas concevoir, et en fait c'est possible, donc voilà, j'avertis les personnes qu'il faut être vigilantes, même là, et même dans ces moments-là. Caroline de Bodina. Je suis désolée pour vous, madame. Permettez-moi de vous poser une question. Il y a une série de documents que les pompes funèbres font signer aux familles avant la levée de corps, lorsqu'ils font un transfert. C'est un inventaire. Et normalement, cet inventaire, vous avez le double de cet inventaire. Justement, on ne l'a pas eu, parce qu'elle a été incinérée dans les Landes, c'est-à-dire dans un département proche, mais elle n'a pas été incinérée sur place, et mon mari affirme ne pas avoir eu le document. Voilà. Donc, oui, on peut pas. Voilà. Non, et là, c'est trop tard, hein, je veux dire, on en a. Mais voilà, il faut être aussi vigilant, c'était l'objet de mon appel. Il faut toujours être vigilant, et surtout, effectivement. Merci Sylvie. Merci Sylvie. Pour votre appel, on accueille Elisabeth de Noisy-le-Grand. Bonjour Elisabeth. Oui, bonjour à toute l'équipe de Sud Radio et bonjour à André Berkoff, pour qui j'ai une énorme admiration et que j'écoute tous les midis, entre midi et deux, pendant mon sport. Ah ben c'est très bien, pendant votre sport, ça va vous faire un bien fou, ça c'est clair. Oui, puis ça me met de la rage et ça m'aide. Alors, j'ai une question. En fait, je me posais la question, comment font-ils, tous ces gens qui travaillent au niveau funéraire, pour rentrer chez eux et ne pas avoir toutes ces images, toute cette tristesse, Je me posais la question, comment font-ils? Oui, parce qu'ils font ça toute la journée, etc. Comment toute la journée, puis ils voient des situations différentes, des enfants, c'est difficile. C'est une très bonne question, Elisabeth. C'est vrai, le moral, comment alors? Vous qui avez vécu ça, 1 an de pompe, c'est déjà pas mal. Alors, comment font-ils? C'est vrai. En fait, c'est la question que j'ai souvent posée, parce que cette question me taraudait. Comment vous faites pour couper?
Il parle donc des transferts, des convois, on dit en fait dans le jargon de la profession, on dit convoi au lieu de enterrement. En fait, oui, c'est voilà. Ils parlent énormément entre eux. Ils échangent beaucoup. Ils sont obligés. Certains, vous savez, en fait, les pompiers ne transportent pas les morts en France. Les seuls habilités à transporter nos défunts sont les pompes funèbres. Oui, tout à fait. Donc, enfin, ils parlent d'autre chose aussi pendant leurs heures de travail, etc. Ils ne sont pas... Mais ça dépend, parce que j'ai il y a on parle quand on est ensemble, on parle énormément d'un transfert qu'on a fait, on parle d'un convoi, on parle de la famille, on parle beaucoup de ce qu'on a vécu dans la journée. Ça permet parfois de couper. Quand ils sont d'astreinte, c'est-à-dire que une fois, enfin 7 jours par semaine, une équipe est d'astreinte 2 jours comme de nuit. C'est-à-dire qu'on peut les appeler à n'importe quelle heure. Oui, monsieur. Et ils ont 30 minutes pour arriver, prendre le transporteur et aller chercher le défunt, signer les papiers. Voilà. Ça. Quand on revient, on en parle aussi énormément. Plus ça a été difficile, plus on en parle. Et c'est aussi, parfois, ils me disent, mais moi je coupe parce que j'ai enlevé mon costume, ôté mon costume, pris une douche, et j'essaie de rentrer dans ma nouvelle vie. Voilà, c'est un métier, en fait, comme les autres, on peut dire quelque part, même s'il est différent, évidemment, par la fin. Par la fin, je veux dire, au sens de l'objectif. En tout cas, lisez le livre de Caroline de Bodina, parce que il vous ouvrira. Merci Caroline de Bodina d'avoir été avec nous. Vous. On rappelle ce livre demain dès l'aube, c'est publié aux éditions Flammarion. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Brigitte Lahaye sur Sud Radio. Quant à nous, André Berkoff revient demain midi, comme tous les jours à demain sur Sud Radio.